Et coucou tout le monde, c'est Ulora, bienvenue dans cet épisode, cette chronique BD hors série qui sera consacrée aux guerres d'Aran, euh, puisque les guerres d'Aran s'inscrivent dans les mondes d'Aquilon que j'avais présenté sur le hors série précédent, puisque le tout premier ça a été sur l'univers Valiant. Là je reste dans l'univers des mondes d'Aquilon, c'est juste que c'est un crossover, donc à histoire exceptionnelle, enfin crossover exceptionnel, et à épisode exceptionnel, on fait un hors-série qui sera consacré aux guerres d'Aran. Donc ça va se ressembler beaucoup à un épisode classique, une chronique classique, sauf que là je vais rentrer un peu plus dans le détail, on va parler d'un peu plus de choses, donc c'est pour ça que je vais le traiter un peu différemment, je vais vous le traiter un petit peu différemment que si c'était dans une chronique classique. Est-ce que je ferai ça ensuite sur les prochains tomes? Je ne sais pas, on verra, mais ça ce sera plus tard. Ça sera plus tard. Déjà, parlons de cette première bande dessinée, et coucou chef Maxime, comment vas-tu? Donc je cherche une blague sur les molécules, mais il n'y en a pas qui me plaisent. Ah oui, oui, il pourrait y avoir des blagues sur les molécules. Oui, suite à la discussion qu'il y a eu durant l'attente. Donc, pour les guerres d'Aran, il y a 6 albums qui seront prévus, qui seront consacrés du coup à ce crossover dans les mondes d'Aquilon. Terre d'Aran, d'Aquilon, on rajoute aussi les terres de Dogon et les futures terres d'Inuma, mais ça ce sera plus tard. Pour l'instant, on concentre nous quand même sur les terres d'Aran. Il y aura aussi, pour l'instant c'est ce que j'ai noté, 2 autres titres, un de Orc et Gobelin et un des mages de mages qui seront sous-titrés Guerre d'Aran, pour montrer que ça s'inscrit dans la continuité, ce sera pas la suite directe, mais les événements seront liés. À la base c'était un sous-titre Extinction pour relier à l'événement, mais c'est sans doute moins parlant, ils ont mis le sous-titre Guerre d'Aran. Voilà, à l'issue de cette série, toute la géopolitique des terres sera complètement chamboulée, et il y aura une suite un petit peu à cette série avec 6 tomes dans la série des nains, qui aura aussi a priori une grande importance. J'en sais pas plus, c'est des 2-3 infos que j'ai glanées par-ci par-là. Hop, passons tout de suite. Non, passons directement sur la présentation de ce guerre d'Aran. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit régiment dans ton micro. Ah, ok. On va retoucher un peu au truc. Je vais, hop, faire un petit truc, clac, clac. Voilà, là, ça devrait être mieux. Et si c'est pas mieux, bah, voilà, ça devrait être mieux. J'espère. Dis-moi si oui ou non. C'est un peu mieux. J'aime pas le un peu. Qu'est-ce que j'ai... Ok, voilà, il y a des fils. J'ai plein de fils sous la table. Et du coup, ils doivent faire antenne et ils doivent choper toute la merde. C'est possible, on verra sur la durée. J'espère que tout va bien. Merde, merdouille. Qu'est-ce que j'étais où? J'en étais où? Du coup, oui, parlons un petit peu de l'histoire de qui sont présentés dans les guerres d'Aran. Donc, en gros, l'histoire, pour ce crossover, il y a les rois humains qui complotent, en fait, en plus entre eux, pour se débarrasser des races anciennes qui peuplent ces terres d'Aran, donc c'est-à-dire les nains, les elfes et les orques et les gobelins, puis les trolls, enfin toutes les races un petit peu qui sont pas humaines. Donc du coup, ils complotent, et Donrak, le grand elfe, elfe non, l'orque qui se trouve sur la couverture ici, voilà, lui, il est pas trop chaud pour tout ça, il sent un peu les prémices du complot, et il monte une compagnie de mercenaires, la compagnie des bannis, c'est le titre de l'album, afin de faire s'écrouler la machination des rois. Toi, retourne d'un côté parce que tu me prends de la place. Donc voilà pour la présentation. Il n'y a que le roi Lot aussi, il sait rien faire d'autre que comploter. Bah oui, mais c'est quand il s'ennuie le roi Lot. Il s'ennuie donc il complote. Non, là on est très loin de Merlin, enfin d'Arthur et ses chevaliers. Là on est plutôt, il y a... Ah non, j'ai pas de nom de roi là qui me viennent, ou de reine, parce qu'il y a une reine aussi. J'ai pas de nom de roi, moi j'ai que les noms des héros et héroïnes des terres. Donc là on a Dunrak, on a Oberon, on a l'elfe noir qui est devant, mais je ne sais plus son nom parce que lui il arrive dans cet album, mais j'y viens juste après. Continuons, passons un petit peu avec les auteurs. Et ça marche pas, pourquoi? Parce que je suis pas sur la fenêtre, tac. Voilà, ça fonctionne. Oberon,
Pas Oberon. Oberon, ça me dit quelque chose, ça. Je ne sais plus. Donc, les auteurs. On va commencer directement par... Pourquoi mon doigt marche pas? Merci. Paf, pousse-toi. On va commencer déjà par Jean-Luc Istine, c'est le grand artisan de l'univers. Enfin, à la base, l'idée, elle vient de Nicolas Jarry, et ensuite, aujourd'hui, c'est David Courtois qui vérifie la cohérence, mais bon, Istine, c'est le directeur de la collection, donc grand artisan des terres d'Arad, ça fonctionne. C'est pas un prince d'ambre, je n'ai aucune idée, je n'ai jamais lu les princes d'ambre. Donc si tu le dis, je te fais confiance. Donc pour Jean-Luc Istine, c'est un auteur qu'on connaît bien dans le monde de l'heroic fantasy. Hein. Sa première histoire publiée c'est en 97, c'est déjà en 97. Il a créé ensuite la série Merlin en 99 chez l'éditeur Nucléa, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, c'est un personnage qu'il a continué quand il est arrivé chez Soleil. Et coucou Armantis, si le doigt marche pas, faut le réparer. Oui, alors j'ai un petit souci, moi, c'est que j'ai les mains toujours très froides. Et bah, le tactile, quand on a les mains froides, c'est super. C'est toujours agréable, toujours obligé de faire. Voilà. Donc c'est pour ça, faut chauffer. Donc on était toujours sur Jean-Luc Istine, on n'a pas fini avec lui, puisque bah, il a dessiné aussi, à ses débuts, chez Soleil en tout cas, les brumes d'Asseltis avec son copain Nicolas Jarry. Enfin, ils sont devenus copains ensuite, ou avant, je sais plus. Donc il est né dans le Morbihan, donc la Bretagne, ça lui gagne, hein. Il aime beaucoup cette région, voilà, il a un attachement à cette région, donc il a créé les contes de Corrigan, qui sont plusieurs petits contes bretons. C'est un recueil de contes bretons, voilà. Ensuite, à son directeur, je ne lirai pas cette phrase. Et à son chef, à son patron, qui était Mourad Boudjelal à l'époque, donc le patron de Soleil, il a proposé la collection Soleil Celtique. Donc c'est une collection qui propose beaucoup de titres orientés Heroic Fantasy. Enfin, c'est beaucoup de titres, tous les titres sont orientés Heroic Fantasy. Et maintenant, aujourd'hui, depuis tout ça, il a participé à tellement de séries que je n'en cite aucune. Voilà, ce sera plus simple. Il y en a tellement, j'en cite pas. Donc ça, c'était pour Jean-Luc Istine. On a Brice Cossu qui dessine le Guerre d'Aran. On le voit plus, donc on va le mettre derrière. Tac, ici. Donc lui, au culot, il a poussé les portes de chez Soleil pour présenter son book. Il a plu. Le book a plu, hein, pas dehors, pas la météo. Je vous écoute aussi, je suis en train de vous lire vos bêtises et moi j'en dis. Oh, c'est chiant. Non, restez là, surtout pas. Ne partez pas, c'est pas chiant. Oui, donc du coup, son book a plu et il a dessiné la série donc scénarisée par Yves Wolf, Rémission. Ensuite, depuis, on peut noter la série Franck. Il a fait les tomes 12, il a dessiné les tomes 12 et 16 de la série La Jette des Chevaliers Dragons, dont je vous parlerai sans doute un jour quand un tome sortira. Puisque c'est une série jolie, donc je pourrai vous en parler un jour. Il a fait aussi une histoire consacrée aux méchants de Spirou, Zorglub. Zorglub. Et il a participé en 2021 à l'immense succès de l'année, c'est Goldorak. Ça a cartonné. Et oui, ça va être votre faute. Je vais pas m'accuser, hein. Non, c'est mon cerveau malade qui dit des bêtises. C'est celui dont Gabriel Knight parle à Trécosu. Cossu. Oui, sans doute. Voilà, je voyais bien que vous disiez des bêtises. Ensuite, on va parler des personnes dont je parle habituellement pas. Jin Anjan, j'ai carrément merdé. Le monsieur en bas à droite, c'est pas Jean-Luc Istine, c'est Jin Anjan. Autant pour moi. Mais à coup pas, je vais le mettre même dans le chat parce que j'ai fait une bêtise. Voilà, oui, effectivement, je prépare des PowerPoint et je fais n'importe quoi. Je les prépare mal, les copier-coller foireux. Oui, non, je n'ai jamais joué à Gabriel Knight. Mais je sais qu'il y avait un doublage français formidable dans Gabriel Knight. Donc, le monsieur en bas à droite, ce coloriste indien, il a travaillé sur les comics Injustice. Et depuis 2018, c'est lui qui est au crédit de très nombreux tomes des mondes d'Aquilon. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir une cohérence graphique. Graphique. Au niveau des couleurs, en tout cas, pour
Voilà, ça permet de pas avoir trop de différence entre deux albums, même si déjà au niveau des dessins, c'est assez... Ils sont assez ressemblants, il y a toujours des différences, mais c'est assez ressemblant, donc il y a une cohérence. Bah, avec les couleurs, ça en rajoute encore plus. Mais les comics Hellboy le faisaient déjà aussi, enfin le font déjà toujours avec Dave Stewart qui colorise les bandes dessinées, donc il y a vraiment une continuité. D'un autre côté, un PowerPoint sans faute, ça se voit tout de suite que c'est un fake. C'est ça, mais j'espère que c'est la seule, parce qu'il y en a peut-être d'autres. Ça, c'est suspense. Et on ne va pas oublier aussi Jean-Paul Bordier, qui a participé au storyboard de ces Gardaran pour les pages 52 à 72. Je reviendrai plus tard pourquoi uniquement les pages 52 à 72. Il y a une raison. Allez, passons à la suite. Bah. Ah non, mais mon PowerPoint, il a décidé de faire de la merde. Oui, mais non, c'est moi qui fais n'importe quoi. On va passer au prérequis, puisque c'est un crossover. C'est mieux d'avoir lu des choses avant, parce que sinon c'est... Bah, là, voilà, pour refaire un peu la petite histoire, dans les mondes... dans les terres d'Aran, le monde d'Aquilon aussi, ça marche aussi, l'idée c'est d'avoir que des one-shots. Donc un épisode, une histoire. C'est plus ou moins vrai pour tous les albums. Chez les elfes, c'est un peu particulier parce qu'il y a vraiment une continuité entre chaque famille d'elfes. Donc les elfes bleus, c'est toute une... Ça se suit, les elfes verts se suivent, les elfes... Non, en plus c'est même pas des elfes verts, c'est des elfes sylvestres, les elfes noirs se suivent, enfin voilà. Sauf voilà, il n'y a que eux, c'est la première histoire, mais il n'y a que eux, c'est moins des one-shots. Les autres, les histoires se mélangent, les nains se mélangent souvent, les mages aussi, enfin bon voilà. Il y a des petits caméos par-ci par-là, mais là voilà, il faut lire des histoires avant d'attaquer ce Gardaran, et les elfes sylvestres, ils t'appellent tous Sylvestres. Alors, sache que cette blague, je l'ai faite quand j'ai présenté le dernier tome des elfes sylvestres, justement, des elfes des forêts, qui s'appelait Aura, dont je parlais un peu plus tard. Je vais réussir à te filer le fou rire en live. Alors ça avait déjà été fait. Donc non, c'est bon, ça c'est fait. Et donc la blague, elle a déjà été faite aussi. Donc, pour les prérequis, on va commencer tout de suite. Alors idéalement, même tout de suite, je vais vous conseiller de lire les 88 tomes qui précèdent ce Gardaran. Voilà. Sauf que ça fait quand même beaucoup, donc on va faire quelques petites sélections. Il y aura quelques spoilers, bien, spoilers mineurs, je suis obligé, hein, puisque vu que je vais parler des personnages qui risquent d'apparaître, ou qui apparaissent dans cette nouvelle série, ça va spoiler un tout petit peu. Tu nous les offres. Oh putain, là je l'ai pas. J'offre quoi? Je ne sais pas, là je ne te suis pas. Tout à l'heure vous allez participer, le chat. Les 88 tomes d'avant. Non. Non, je suis désolé, je vais pas avoir les moyens de vous offrir 88 tomes. Déjà, voilà, ça je les ai fait, ça fait 10 ans que la série existe. Je crois que c'est 2012-2013 la première, donc premier crossover maintenant. Voilà, donc partons chez les elfes. Alors toi, je vais te pousser, parce que tu me gênes, je vais passer sur les elfes. Alors, les elfes, ils sont là. Là, donc, je vais vous conseiller déjà tout de suite d'attaquer par les elfes bleus, de lire presque tous les elfes bleus. Ça fait un paquet, hein. Voilà, il y a beaucoup d'images, hein, beaucoup de dessins. Tac. Voilà. Je vous montre, j'aime bien les couvertures, mais avec le reflet, ça fait tout moche. Hop, paf. Tac, il y a celui-ci. Voilà. Donc c'est ça les tomes, globalement les tomes 1, 6, 11, 16, etc. Vous avez compris jusqu'au 31. À la limite, on peut peut-être zapper lequel. Je crois que c'est pas Captain Rock, il est bien. Oui, on peut zapper à la limite le 26 qui est moins. Donc il va moins. Donc pour l'instant, actuellement, il n'est pas évoqué trop dans Gardaran. Peut-être plus tard, mais voilà. Idéalement, ce serait bien de commencer sur les elfes bleus. Si jamais, parce que ça fait quand même 7 tomes, 6 ou 7 en fonction si on fait le tome 26, mais ça fait quand même pas mal de tomes, on peut peut-être se concentrer plutôt sur la guerre des ghouls. La guerre des ghouls, en fait, c'était un événement important des terres d'Aran qui précède le crossover. Donc, cette guerre des ghouls a lieu dans les tomes 6, 11 et 16.
Tac. Donc du coup, la mission des elfes bleus, Castenrock et rouge comme la lave. Là, c'est vraiment là une continuité sur cette guerre des ghouls. Après, on aura aussi le 12 à lire. Donc ça, on n'est plus sur les elfes bleus, on est avec les elfes sylvains. Ils s'appellent pas tous Sylvains non plus. Où on a Aura qui est introduit, donc ce sera qui va devenir la reine des Sylvains. Du coup, c'est quoi leur nom aux elfes bleus? Les elfes océanes? Oh oh oh! Non, bah là, ici, par exemple, comme elfe bleu, on a Valahan. Le personnage principal chez les elfes bleus, c'est Lanawin. Et dans le dernier volume des elfes bleus, c'était Ilanun. Voilà à peu près des noms d'elfes bleus. Donc, Aura qui va devenir la reine des elfes. Donc, ça, c'est dans ce tome-là qu'elle a introduit. En plus, ça permet d'avoir une continuité un petit peu sur la guerre des ghouls. Mais après, avec Aura, on peut continuer avec le tome 22 et 32, qui doivent être ces deux tomes-là, je crois. Voilà, 22 et 32, hein, le gardien des racines et le tome intitulé Aura, qui permet d'avoir un peu ton histoire. Elle n'apparaît pas actuellement dans les guerres d'Aran, mais en tant que reine des Sylvains, elle va avoir son mot à dire à un moment, c'est à peu près sûr. Hop, et j'ai sorti aussi, celui-là je ne l'ai pas mis en couverture dans les images, le tome 33, Une guerre, trois couronnes, qui nous parle des elfes blancs. Pareil, pour l'instant, ça n'a pas... ça c'est en lecture bonus par rapport aux guerres d'Aran, puisque c'est à peu près sûr que les elfes présents dans cet album-là, les personnages même, il n'y a pas que des elfes, ils vont faire une apparition. De toute façon, il y a plein de personnages qui vont faire des apparitions. Là, je vous dis aussi à peu près les personnages qui sont quasiment sûrs d'apparaître. Donc voilà pour déjà les elfes. Fait un beau pavé, moi j'ai mal au bras, allez porter. Là je me ruine le dos. Voilà. Tac. Passons ensuite à un peuple amateur de bière, les nains, avec l'ordre de la forge déjà pour commencer. Donc, et surtout Redwyn. Redwyn, c'est le nain légendaire des terres d'Aran. Enfin, c'est carrément le héros, pour moi, le héros légendaire. C'est le plus grand. Même si c'est un nain, c'est le plus grand. Donc, faut au moins lire le premier volume de la Forge. Les autres volumes de la Forge, il y a toujours Redwyn qui est en tâche de fond. Mais celui-là, à la limite, c'est vraiment le plus important. T'as là de la Forge qui est dans le tas. J'ai pas envie de la jouer. Il est dans le tas. De toute façon, je ne vois pas le tas, donc je peux le tourner. Ça, c'est moi. Je l'ai mis où le tas? Elle est là. Paf, t'as là ici. Là, voilà. Qui pareil, elle va faire son apparition à un moment. Le plus grand des nains, bah, c'est un humain, quoi. C'est un peu ça. Sauf que lui, il reste de petite taille, mais nul. Ah, c'est marrant, j'allais dire nul par la guerre ne devient grand. Mais oui, parce que lui, il fait la guerre, Redwyn. Donc, et Tala va apparaître à un moment, donc je pense que c'est pour ça que c'est important de lire ces deux tomes de l'ordre de la Forge. Le tome 6 est très très bien, donc si vous avez l'occasion de mettre la main dessus aussi, ça c'est bien. Paf paf. Oui, petit détail aussi, tout à l'heure je parlais de la guerre des ghouls, le tome 1, Redwyn, est à lire aussi pour la guerre des ghouls. C'est même à cause de son apparition dans la série des elfes bleus que j'ai commencé la série nain, que je regrette absolument pas, tellement c'était super bien. Oui, les meilleurs volumes, et ça, je vous renvoie au hors-série numéro 2 sur les mondes d'Aquilon, où je présente mes tomes préférés, et souvent, c'était les nains. Ok, donc ça, c'est pour l'ordre de la Forge. Comme je disais, les nains, c'est le bordel, tous les tomes se répondent. Et maintenant, on va passer à Dro des Errants, qui est le deuxième tome de classe des Errants. Donc, idéalement, il faudrait lire aussi le tome... Ah non, c'est le 9. Mince alors. Merde, c'est le 9. Comment je me suis démerdé dans mon... Attendez, je vais regarder parce que je suis perdu. Ok, on a Jorun. Mais c'est... Mais non, mais c'est bon, non, c'est le 9, c'est parfait. Théor série pourrait faire une série à lui tout seul. Alors oui, mais non, parce que j'ai parlé de Valiant la première fois, c'est pas le même là ce serait du multivers après, et ce serait le bordel. C'est le bordel le multivers.
Donc oui, non, donc c'est le tome 5 et 9 hein, je dis n'importe quoi, mais oh, paf. Le tome 4 et 9 de la série des nains, donc, sont sur l'ordre des errants, donc Dro est très bien. Et donc, il faudrait dire le précédent parce que 1, c'était très bien. Et en plus, c'était le papa de Dro. Donc bon, il y a une petite continuité. On revoit Dro aussi dans Rabocar du bouclier, mais pour l'instant, pour Gardaran, ça se suffit largement de lire uniquement Dro. T'aimes bien le multivers? Oui, mais c'est bien le multivers, je suis d'accord, mais c'est souvent le bordel. Surtout quand c'est pas prévu au départ. Si on prend une série comme Sliders, c'est prévu, ça tient la route à peu près au début. Après, c'était pas prévu, ça tient plus la route. Surtout quand ils rajoutent les Chromax. Oui, je connais Sliders. Il y avait aussi. Ben ça, on boucle la boucle. Dans Sliders, Arturo était joué par John Rhys Davis, qui incarne Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Tout est lié. C'est le bordel, mais parce que c'est un univers sans alcool. Pas toujours, pas toujours. Ah si, chez les Marvel, ouais, quand même, pas mal. Si, une autre série, par contre, pour revenir sur les comics, vous avez Black Science de Rick Remender, qui parle de monde parallèle aussi, et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal comme série, je conseille. Du coup, moi je suis bloqué avec mon Dro, parce que, donc ouais, bon bah Dro c'est lui, et on va aussi parler de Oberon du bouclier, hein, celui dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est intéressant à lire, puisque bah, il apparaît dans Gardaran. Ça permet de savoir qui est ce monsieur qui semble très énervé sur cette couverture. Passons désormais. Ah bah oui, mais j'avais pris des couvertures en plus à droite et je les affiche pas moi aussi. Je prépare des choses, mais je l'affiche pas, mais je suis vraiment nul moi. Oh là là. Bon. Oberon, c'est pas un prince d'Ambre, c'est le roi. Bon bah parfait, voilà. On a la réponse, voilà, c'est parfait. Il y a une continuité dans ce chat, ça c'est beau. Donc passons avec nos pauvertes favorites. Enfin non, parce qu'il y a aussi d'autres tomes qui sont très bien chez les pauvertes. Donc chez les orques et les gobelins. Voilà. C'est bien simple, chez eux, pour préparer Gardaran, il faut lire Dunrak, c'est celui-ci. Parce que tout simplement, c'est lui le fondateur de la Compagnie des Bannis. Vu que c'est le titre de l'album et c'est le personnage, le chef, bah faut lire. Et voilà, c'est à l'origine En plus, même dans ce volume-là, il y a des événements qui sont à l'origine du crossover. Donc il est intéressant à lire. Il est bien à lire même. Oui, c'est ça. C'est ça, je dis pas de bêtises. Les orques et gobelins, c'est des elfes bleus qui ont la jaunisse. Non, non, parce que sinon ça fait des espèces de races hybrides. Ça fait des beaux orques après. Et là, une blague naine pourrait dire un bel orque, c'est un elfe. Voilà. Mais oui, effectivement, tu mélanges le bleu, tu mélanges le jaune, et ça fait du vert, oui, bah oui. Mais non, mais là non. Donc voilà pour Dunrak. Sinon, petit quand même lié à son histoire, il a une pierre, d'ailleurs, on le voit sur cette couverture. Donc voilà, son histoire, elle est vraiment liée à cette pierre. C'est une pierre qui lui annonce... Donc il a beau s'en débarrasser, elle revient toujours. Hein. Un genre de boomerang, mais à long terme. Donc cette pierre lui annonce, quand il la regarde, les noms des personnes proches qui vont mourir. Donc ça, c'est assez intéressant. Comme pierre, son histoire était vraiment sympa à lire pour Gardaran. Et on aura aussi, celui-là, c'est pas trop nécessaire, mais je le cite quand même parce que c'est Erak. Erak, il aura son importance à un moment, c'est le tome 6. Puisqu'il est à la tête d'une compagnie de mercenaires donc, qui est régulièrement citée dans Orques et Gobelins. Donc il va intervenir à un moment ou à un autre. Je vous dis pas si c'est dans Gardaran, dans le premier tome ou dans les prochains. Là je vous laisse la surprise. Donc voilà pour les peaux vertes et on va passer à la dernière série qui a été créée sur les terres. C'est les séries mages. Alors les séries mages, moi je conseillerais de lire avant ça 5 albums. Enfin, les mages, dans les terres d'Aran, ils travaillent normalement au service des rois. C'est un peu où ils sont obligés d'être comme ça. Sinon, il y a des mecs qui leur tombent dessus, ils sont tués et tout, etc. Les séries mages. Oui, effectivement, dit rapidement, donc je le dis rapidement, ça pourrait faire les séries mages. La série mage.
Voilà, là j'articule trop, on dirait Mireille Mathieu, hein. Mais au moins on me comprend, sinon on ne me comprend pas. J'essaye de... Et j'essaye, pourtant, d'articuler. Mais je galère, c'est pas naturel. Donc oui, les séries... Donc, la série Mage, idéalement, faudrait tout lire. Puisque, vu que là, c'est les humains qui tapent sur les races anciennes, et que les mages sont au service des humains, faut tout lire. Mais on va quand même faire une sélection, sinon, on lit 88 tomes et on s'en sort pas. On rattrape jamais le présent. Allons-y par étapes. On va commencer par les nécromants, qui sont Altérat et Beltiane. Alors Altérat est absolument indispensable, puisque c'est lui le narrateur des guerres d'Aran. Donc on est obligé de lire Altérat pour lire Guerre d'Aran, pour comprendre Guerre d'Aran. En plus son histoire est... Il y a... C'est un genre de romantisme, c'est dans son romantisme gothique. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette image, c'est pour faire pousser les images, les séries images. Oui, tout à fait, je ne réponds même plus maintenant. On a la série Belkian aussi, donc qui est aussi une nécromancienne comme Altérat. Je la cite, car elle aura vu son histoire dans le tome 8, elle aura une influence dans le crossover. C'est obligatoire. On va ensuite passer sur la série sur les... Comment c'était comme... les élémentalistes. Non, ça fait pas une élémentaliste, ça. C'est elle, l'élémentaliste. Shannon, c'est le tome 5. C'est pareil, il faudrait lire Shannon parce que les événements qui se passent dans cet album auront une influence, ou ont une influence sur la série. Donc je conseillerais vraiment de lire Shannon. Et par ruissellement, un petit peu comme Draw, un petit peu comme Redwin et ses suites, lire le tome précédent qui introduisait Shannon, c'était le tome qui s'appelait Aldoran. Et je rajouterais aussi celui-ci, Arundel, tout simplement parce qu'elle est cool. C'est le personnage qui est là, ici, que vous voyez dans tout petit, heureusement, parce que... Voilà, elle est pas très détaillée, hein. Petite figurine offerte actuellement d'ailleurs pour l'achat de 3 albums Soleil, des Terres d'Aran. Moi j'étais gentil, j'en ai acheté 2, mais vu que je viens régulièrement, on me l'a donné. Privilège des clients. Donc voilà, ouais, dans Arundel c'est cool, et en plus, je ne la vois pas ne pas apparaître dans la série. Dans Guerre d'Aran, impossible. 1, 2, 3, Soleil. Voilà. Hop. Paf. Et là, je me ruine le dos à chaque fois. Putain. On va mettre à l'endroit. Ok. Donc voilà, voilà pour les prérequis. Moi j'en ai fini là pour les prérequis. Et là je vais passer normalement à la prochaine truc. Je vais vous donner un peu ma vie sur cette série. Alors, je vais vous mettre quelques images. Là on revient à la présentation classique, entre les chroniques classiques et les hors-séries. Donc je vais vous dire ce que je pense de ce crossover, s'il tient ses promesses. Le gouffre de Helm. Alors oui, puisque ça se passe à Castenrock, qui est un des albums des Elfes Bleus d'ailleurs. Et oui, c'est un énorme mur aussi, et ça pourrait faire beaucoup penser au gouffre de Helm, mais je pense que c'est fait exprès. Oui, c'est vrai qu'effectivement, ça ressemble énormément. C'est d'ailleurs sur une double page. On voit bien. Tac. On va rapprocher ça. Hop. Voilà. Voilà à peu près la double page. Avec les reflets, c'est pas top. Donc, est-ce que cet album tient ses promesses? Et je vais vous faire une réponse normande. Oui et non. Peut-être bien que non. Non, alors déjà, on va commencer par le nom. Parce que non, car ça s'appelle Guerre d'Aran. Avec un S en plus. Et un S là, ici. Et la guerre, dans cet album-là, elle a pas lieu. Et c'est, on va dire, même complètement normal, puisque c'est un tome 1, et les auteurs ont placé leur pion pour la guerre qui va revenir. Mais moi, en tout cas, dans ma tête, avec tout le teasing qui a été fait depuis 4 ou 5 ans, parce que je pense qu'on peut même remonter 4 ou 5 ans, les pions, pour moi, ils étaient déjà tous en place, on allait pouvoir se taper dessus. Mais a priori, non. Et aussi, de plus,
on me vend ça en tant que crossover. Mais sauf que là, on va suivre uniquement la compagnie des bannis, qui n'a pas tous les personnages des Terres d'Aran, hein, on en a que quelques-uns. Même si on a déjà beaucoup de personnages dans ce volume, il y en a quand même, il y en a beaucoup qui sont laissés de côté. Donc c'est un petit peu dommage, hein, voilà pourquoi les noms. Mais aussi pourquoi l'album tient ses promesses, hein, pourquoi le oui. Parce que justement, l'histoire elle va se concentrer sur quelques, nombreux personnages. Mais pas, on va pas trop disperser sur tous les personnages. En plus, il y a une excellente idée, c'est que vu qu'il y a beaucoup de personnages, on en rajoute. Il y en a quelques-uns en plus qui vont être ajoutés, qui proviennent des terres qui n'ont jamais été explorées. Donc, pour reprendre la carte des terres d'Aran, donc ça, ce sont les terres d'Ogon, ça, ce sont les terres d'Aran. Toute la partie est des terres d'Aran ont été très peu explorées. Toute cette partie-là, là, assez peu explorée, bah là, justement, on a des nouvelles races qui viennent d'ici, donc ça, c'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé. En plus, ils ont été bien présents. On s'attache à eux durant les 72 pages de l'album. Non, les terres inexplorées, c'est peut-être un petit peu dommage de ne pas y être allé sur les 88 albums précédents. Est-ce que la guerre, c'est seulement des batailles rangées, ou est-ce que toutes les intrigues politiques qui mènent à cette bataille ne font-elles pas partie intégrante de la guerre? Effectivement, guerre, c'est pas que des batailles, il y a toute la partie géopolitique qui a été mise en place dans les tomes précédents, enfin dans les autres albums. Donc déjà, on parle un petit peu là, ici, dont Alterat, par exemple. Oui, effectivement, mais là, j'y arrive hein, un petit peu sur vraiment l'histoire. Je crois que j'y arrive. Non, j'y arrive même pas en plus. Là, on va suivre vraiment tout ce qui va mener à cette guerre. On a cette compagnie, et ce tome 1, bah voilà, il place ses pions pour la suite de la guerre à venir. Il va y avoir des batailles, il y a tout ça, mais il n'y a pas toutes les races qui sont en train de se taper dessus, quoi. C'est pas la bataille des 5 armées dans le Hobbit, par exemple. Le film Le Hobbit, puisque dans le livre, on sait que c'est quelques lignes. C'est pas la bataille finale du Seigneur des Anneaux. Mais on suit une compagnie, on suit même pas un rassemblement de compagnies, on suit une compagnie qui regroupe quelques personnages. De plus, j'anticipe un petit peu, ces personnages, on ne sait pas, j'aurais bien aimé savoir comment ils se sont rencontrés. Bon, l'album il fait déjà 72 pages, savoir comment ils se sont rencontrés, ça aurait rajouté en plus, peut-être que ce sera l'histoire d'un autre volume, je ne sais pas, d'un tome 0, pourquoi pas. J'aimerais bien savoir, c'est vrai, comment ils se sont rencontrés les personnages. J'en étais où aussi oui, bah donc c'était ça voilà. Les 72 pages de l'album, bah justement, ça c'est bien, ça permet à l'album, c'est vraiment de s'étoffer, de prendre le temps de raconter l'histoire, surtout quand il le faut, de s'attacher à un personnage qu'on connaissait déjà, mais justement, on les revoit, donc il faut se les réapproprier. On a les nouveaux personnages qui ont un temps de présence, donc du coup, on arrive à s'attacher également à eux. Tous les personnages d'un bon univers médiéval fantasy ne peuvent se rencontrer qu'à un seul endroit, la taverne. C'est possible, mais j'en sais rien. Donc du coup, je te dirais Joker. Donc, sur les 72 pages, honnêtement, Jean-Luc Christine, il assure carrément sur le rythme. Et il s'est complètement emporté sur cet album, puisque c'est ce qui est dit en postface, en remerciement. À la base, l'histoire devait faire 52 pages. Et du coup, il s'est retrouvé, je pense, bloqué par son histoire et emporté par son histoire, et il s'est retrouvé à 72 pages, d'où la présence de Jean-Paul Bordier sur les storyboards des 20 dernières pages. C'était un petit peu tard, et donc ils ont fait le storyboard après. Par contre, là où Jean-Luc Hissine, je trouve qu'il s'est un petit peu loupé, ça va être sur les voix off. Parce que, bon, les voix off, c'est une des composantes de l'univers. Dans chaque album, on parle de voix. Il y a des voix off. C'est le cahier des charges de la série. C'est normal d'en avoir. Donc, moi, ça me dérange pas quand c'est bien fait. Quand c'est moins bien fait, ça me gêne un petit peu plus. Donc, dans cet album-là, il y en a des inutiles, il y en a d'autres, des fois plus utiles. Mais bon, par moments, j'ai eu l'impression de lire du Blake et Mortimer. Hein. Certaines cases, certaines pages me donnent l'impression d'avoir plus de texte que de dessin. Je sais pas, j'ai voulu mettre un marque-page et je viens de me rendre compte que j'ai zappé.
J'essaie de vous retrouver ça rapidos, hein, si j'arrive pas à trouver, voilà, tenez, cette page. Cette page-là, voilà, vous voyez, il y a quand même beaucoup de blanc sur la page, j'arrive pas à éviter le reflet. Voilà, sur cette page-là, là, vous avez quand même pas mal de blanc, pas mal de texte. Voilà. Donc, c'est bien Blake et Mortimer, oui, il n'y a pas de problème, je vais lire Blake et Mortimer, je lis ce genre de choses. Des fois, il y a pareil, l'espèce de voix off qui est inutile, mais bon, c'est la série, sauf que la Blake et Mortimer, ça a été écrit dans les années... Je sais plus la création de Blake et Mortimer, mais c'est années 50, 60, vous avez du Blake et Mortimer. On est en 2020. 2010, allez, 2010-2020, parce que pour parler de toute la série, faut faire différemment maintenant. Attention, les cases sont très bien écrites. Mais voilà, j'ai pas de reproches à faire aux voix off. Par moment, des fois il y en a un peu trop, mais tant que c'est bien fait, tant que ça rajoute des choses en plus de l'image, j'ai pas de problème. Quand ça ne rajoute rien, j'ai un problème. Et d'ailleurs, on va faire un petit jeu. Tac, voilà, c'était la dernière page, je crois, du PD. Tac. Oui, c'était la dernière page. On va faire un petit jeu, on va passer sur... Hop, je vais disparaître. Et je vais vous montrer justement ce que je pense d'une séquence de voix off. Donc là, je vous ai mis qu'une demi-page, hein, mais c'est suffisant pour vous montrer un peu ce que je veux dire. Donc là, vous allez pouvoir participer. Voilà, là, si on prend... Hop, faut que j'aille sur le bon PowerPoint, tac. Si on prend, voilà, la première case, bon, en réalité, c'est deux. Voilà ce qu'on voit. Je te laisse définir un petit peu ce qu'on voit et tout. Normalement, voilà, là c'est la BD, justement, là c'est bien fait, hein, c'est toute la largeur de la page. On voit un petit personnage à gauche qui fait quelque chose de bizarre. Le regard se continue sur la droite. Hop, on change de case, mais finalement c'est la même. Et on voit une ombre. Bon. On sait pas trop ce que fait le petit personnage. L'ombre, on sait pas trop ce que c'est. Au milieu, on voit des types par terre, là, on sait pas trop. Voilà, on sait pas trop. On a des infos, mais pas grand chose. Donc, qu'est-ce qu'ils disent dans les bulles? Voilà. Sur le site, tous les ouvriers dormaient, et pour cause, l'elfe noir avait insufflé dans l'air une naissance de citane. Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est? Puissant somnifère pouvant être inhalé, somnifère contre lequel l'elfe était nécessairement immunisé. Encore un des précieux enseignements du Mester à Tawin, de la citadelle de Slurs. Très bien, on a toutes les informations, on sait pourquoi les personnes y dorment. On sait... alors, ce qui fait le personnage, on le sait pas, mais enfin, on le sait, dans la case d'avant, il est en train de mettre le feu. Donc, voilà, on sait pourquoi tout le monde dort, et que pourquoi lui est réveillé, on le sait. Si on n'a pas lu, si on ne connaît pas trop les elfes noirs, comme j'ai dit, c'était pas forcément un prérequis à lire, on a une information qu'il a été entraîné dans la citadelle pour être immunisé contre les effets du somnifère. Parfait, on a pas mal d'informations. Reste qu'il fallait faire vite, le citane n'agissait que quelques minutes, ce qui peut expliquer pourquoi une personne est encore debout. Ami, ennemi, ça on ne sait pas encore. Passons à la case suivante. On a cette case-là. Grand bandeau blanc, la moitié de la case c'est un bandeau blanc, enfin j'ai mis un bandeau blanc, donc c'est du texte. Et on a cette personne qui, vu qu'il y avait cette ombre qui arrivait, on suppose là qu'il va être surpris. En plus avec l'effet de style derrière, un petit peu en mode manga, élévation, etc. Voilà, là on peut dire qu'il est surpris. Donc qu'est-ce que peut bien nous raconter cette case? Ilawin, donc le nom du personnage, finissait de répandre l'alcool, il veut mettre le feu, hein, ça on le savait, quand il perçut une ombre s'approcher derrière lui. Ok, alors il est en train de se retourner. Nous, l'ombre, on l'avait vu juste avant. On se doute qu'à ce moment-là, c'est l'ombre qui l'entend approcher. Il avait baisé sa garde et se le reprochait déjà. Ça, c'est une information en plus. Bon. Oui, il peut se le reprocher. Effectivement, il va s'en manger une, ou pas. Enfin, si, il va s'en manger une. Il n'y a pas de spoiler. Sur la case d'après. Oui, bon. Est-ce que cette case est utile? Moi, je pense que non. On a juste le regard avec la case d'avant, on avait toutes les informations. Passons à la suite. Il se prend une torgnole monumentale, une patate de forain, parce qu'il avait baissé sa garde, hein, comme il vient de me dire. Bon. Et on a une petite case à gauche. Sauf que, je vous rappelle que ça c'était sur la même ligne. La petite case et cette case-là sont sur la même ligne. Notre regard va de la gauche vers la droite, donc avant de voir la patate de forain, on s'arrête sur cette case. Nos yeux voient l'ensemble, parce que voient aussi la case du dessous et la case du dessus, même j'ai envie de dire la page de gauche, puisque c'est une page à droite.
Mais voilà, et là il mange ta patate. Bon bah qu'est-ce qui peut bien être dit dans ce truc-là? Le lourdeau, bon bah voilà, il a pas de nom, de toute façon on s'en fout de son nom, on cognait sévèrement. Ça se voit, la main elle est carrément floue, il y a un crachet de sang qui s'échappe de l'elfe noir, on se doute que ça fait mal. Provoquant chez l'elfe un vertige à la limite de l'évanouissement. Bon. Est-ce qu'il y a une info utile là-dedans? Pareil, je pense pas. Moi j'ai envie de dire que non. On arrive case suivante, donc là hop on descend, on retourne en bas à gauche. Donc on voit que l'elfe s'est pas évanoui, hein, c'était à la limite de l'évanouissement. Il est sur ses deux pieds, il sort un couteau et il plante le... Je suis en train de faire les gestes, là vous les voyez pas mais je fais les gestes en même temps. Hein. Et il plante le lourdeau. Bon, voilà, on voit qu'il s'est pas évanoui, on aurait pu voir une case où, plutôt que de le voir sortir son épée, son couteau, c'est peut-être le voir s'écraser contre des caisses et avec le gros commencer à lui arriver dessus et puis le planter au dernier moment, par exemple. C'était un autre moyen de raconter l'histoire qui aurait évité les cases. C'est ce plan-là qui a été pris, pas de problème. Le problème, il est sur les cases. Reste qu'Ilawin ne mit pas longtemps à se ressaisir. Ça se voit. Il a pris une mandale où on nous le dit à la limite de l'évanouissement. On le voit se relever. Oui, on dit qu'il n'a pas eu longtemps et ensuite il lui rendit l'appareil en ajoutant son sens de l'efficacité. En gros, il l'a tué. On le voit. Donc hop, je remets la séquence en entier. On voit tout ça, donc autant les premières bulles, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, après, derrière, la narration n'a plus besoin de ces bulles. Donc je trouve un peu dommage finalement d'avoir... Il y en a trop, il y a trop de voix off. Donc la voix off, c'est la base de la série, mais il y en a peut-être un petit peu trop. Après, sur les deux dernières cases là que je vous ai pas montré, là voilà, ça réévoque ensuite comment ce Grota avait-il pu rester éveillé, sans doute le nez trop bouché. Bon, côté écriture, quand il y a un doute, faut mieux rien écrire. C'est la base des écritures que je connais, hein. On évite les peut-être en écriture. Bon, de toute façon, je suis pas... Le reste reste bien écrit, il y a peu de verbes faibles, pas de problème. Ensuite, derrière, on nous dit une dernière goutte d'alcool, une petite flamme grâce à sa pierre à feu et le tour est joué. Ça, c'est inutile. Je trouve que tu chipotes un peu, ce genre d'écriture me dérange pas du tout, toi. Oui, je chipote, mais alors effectivement, c'est du chipotage, sauf que depuis un moment maintenant, je râle sur les voix off, où des fois, ça décrit l'action, et c'est comme au cinéma. Au cinéma, on a toujours le truc à dire, show, don't tell, montre, ne raconte pas. Bah là, c'est un peu pareil, on est en BD, on a des images, montre, ne raconte pas. Donc voilà, je voulais aller, justement, profiter de ce hors-série pour aller un petit peu plus loin là-dedans, et vous dire pourquoi, des fois, je râle sur les voix off avec un exemple concret. Attention, ça c'est une page parmi 72. Il y a d'autres moments, le même reproche pourrait être fait, mais il y a beaucoup de moments où j'ai aucun reproche. Et comme je dis, c'est bien écrit. Voilà, c'est du chipotage. Dans l'ensemble, les guerres d'Aran, je vais repasser sur la scène principale. Hop, bien ici. Et me revoilà. Dans l'ensemble, voilà, j'ai aimé ce guerre d'Aran, même si je trouve toujours des points négatifs, mais des points négatifs, pardon. Il y aura toujours des points négatifs, c'est rare qu'une BD soit parfaite. Si, il y en a, mais c'est rare. Donc du coup, mon but c'est pas de dire, c'est bien sans nuance. Non, je nuance toujours, des fois un peu trop, forcément, parce que je vous dis que j'ai quand même bien aimé. Je reproche des choses, mais c'est plus, mes reproches sont plus par rapport à mes attentes. Moi j'attendais vraiment à la guerre, qui n'a pas encore lieu, voilà, là c'est les prémices. Très bien, j'ai apprécié l'histoire des prémices qu'on m'a raconté, mais je m'attendais à autre chose. Nouveaux personnages, des personnages en plus, parfait, c'est génial, super idée, en plus des nouvelles races et tout, avec, on peut le montrer derrière, hop, une mini-elfe, hein. Et puis on a du coup ce personnage, je crois qu'on ne le connaissait pas, ce elfe noir, ce gobelin on le connaissait pas non plus, et cet elfe est bizarre, on va dire, moi j'appelle ça un elfe taupe, on le connaissait pas, on ne connaissait même pas sa race, donc c'est pas mal, oui, une elfe qui est pas très grande, donc une mini-elfe. Je pense qu'elle est même plus petite qu'un humain. C'est pour dire comment elle est pas grande. Ça pourrait être un hobbit en fait. Sauf qu'elle pense pas à la bouffe. Et on n'a pas vu encore de hobbit dans les guerres d'Aran. Donc voilà. Donc en fait, voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur guerre d'Aran.
Il y a encore beaucoup de teasing, mais ça y est, la guerre est lancée. Elle est issue d'un mariage contre nature. Alors non, elle est issue d'un peuple d'elfes, dans un territoire qu'on n'a jamais exploré. Donc je ne connais pas les origines de ce peuple-là. On n'a pas donc de tomes qui leur sont consacrés. Les Ankh, c'est un peuple. C'est vrai. C'est vrai. On a commencé par du Camelot et on finit par du Camelot. Donc bah voilà, ce sera tout pour j'ai largement dépassé. Voilà pourquoi je l'ai fait en hors-série, puisque j'ai largement dépassé la demi-heure que je pensais faire. On est plutôt à 45 minutes. Donc maintenant, moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine pour la chronique BD classique. Là, ça va durer, je pense, 1h15, 1h20. Il y a beaucoup d'histoires à parler. Le chat m'a bien aidé, oui, mais c'est pour ça que vous êtes là. Merci d'avoir été là. Je vous prépare aussi. Je vous prépare. J'ai en tête de faire un hors-série sur l'univers Hellboy, le fameux Hellboyverse. Je l'ai commencé, et quand je suis arrivé à la moitié, je me suis aperçu que je me souvenais plus beaucoup des histoires. Donc pour vous en parler, il va peut-être falloir que je relise tout, et là il va y avoir un paquet. Je sais pas quand je vais m'y mettre. Donc il sera lieu un jour sans doute, parce que ça me tient à cœur, mais quand, j'en sais rien. J'avais aussi préparé un hors-série sur Yu Yu Hakusho, mais en fait j'avais pas grand chose à raconter, donc j'ai laissé tomber. Donc voilà pour Gardaran. Je reviendrai peut-être pour le tome 2, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Donc sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, et je vous dis à vendredi prochain pour le chronique BD numéro... Voilà, la chronique BD du Laura la semaine prochaine. Voilà, donc merci encore d'être passé, d'avoir participé dans le chat, et puis à la semaine prochaine. Allez, des bisous, ciao ciao. Et tournoi demain, oui, venez nombreux, même venez nombreux ce soir sur du Left 4 Dead, enfin, sur les vendredis, c'est multi. Allez, des bisous, ciao ciao.